Je voudrais profiter de cette occasion également pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés lors de la tragique journée du 10 juin 2022 qui m'a vu jeter en pâture par ceux-là même qui sont payés par nos impôts et nos taxes pour nous protéger, pour nous gouverner et pour assurer notre sécurité. Des personnalités anonymes, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, individus et organisations, journalistes et militants des droits humains et des mouvements citoyens, des étudiants, des collègues profs, des diplomates et des hommes politiques nationaux et étrangers, des intellectuels et des universitaires, des membres de gouvernements national et étrangers, des collègues de services, amis et connaissances et des membres de ma famille m'ont véritablement soutenu et m'ont apporté m'ont exprimé toute leur solidarité. À vous tous et à vous toutes qui n'avez jamais cru un seul instant à ces grossiers montages contre ma personne, j'exprime ma profonde gratitude. Je voudrais aussi vous rassurer de ma détermination désormais inégalée pour porter plus haut la voix des pauvres, des faibles et des sans-voix et des déshérités plutôt, du petit peuple d'en bas. Même la mort ne m'empêchera pas de continuer à crier comme un héros. Je suis un défenseur des droits humains depuis 1992. J'ai commencé ce travail avec des collègues comme Dismas Kitenge, François Lemba, Pierre Kibaka, Jean-Pierre Rabadidike, Babikanga, Sylvain Moudimbi, Gilbert Kalinde et tant d'autres. Mais je n'ai jamais vécu ce que je viens de vivre en ce mois de juin. Alors, je voudrais d'abord rappeler que je suis un intellectuel et en tant qu'intellectuel, je ne peux pas rester, si vous voulez, absurde, si vous voulez, sourd aux cris et aux lamentations de mes concitoyens. Et comme vous le savez, l'intellectuel est né pour notre siècle avec l'affaire Dreyfus en France, où les anti-Dreyfusards dénonçaient l'engagement des écrivains comme Émile Zola, Octave Mirabeau, Anatole France en faveur de Dreyfus. Et un intellectuel, c'est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit et qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs, qui n'assument généralement pas de responsabilités directes dans les affaires pratiques et qui disposent d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine, distincte de celle plus ancienne du philosophe, qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. Selon l'historien Pascal Horry et l'autre, son collègue François Sinerelli, un intellectuel est un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d'homme du politique, producteur ou consommateur d'idéologie. Et selon Jean-Paul Sartre, les intellectuels sont des personnes qui, ayant acquis quelque notoriété par des travaux qui relèvent de l'intelligence, abusent de cette notoriété pour sortir de leur domaine et se mêler de ceux qui ne le regardent pas. C'est ce que j'essaie de faire. Ce qui ne me regarde pas, c'est justement la gouvernance de la cité, parce que je ne suis pas pratiquant de la gestion de la cité. Et Jean-Paul Sartre ajoute, nous nous rangeons du côté de ceux qui veulent changer à la fois la condition sociale de l'homme et la conception qu'il a de lui-même. On ne peut pas ne pas être engagé, dit-il. Et l'engagement, c'est quoi finalement? L'engagement est également une obligation morale pour celui qui, refusant le confort de l'attitude contemplative ou de la foi, tire les conséquences éthiques et politiques de son être en situation. C'est particulièrement le cas de l'intellectuel et de l'écrivain qui, parce qu'ils ont le pouvoir de dévoiler le monde, se doivent de s'engager. Et c'est ce qu'il a dit dans « Qu'est-ce que c'est que la littérature ?» Il n'y a de liberté qu'en situation. Il n'y a de situation que la liberté. C'est plus qu'une réciprocité, c'est un rapport indissociable qui élimine d'une part la liberté formelle abstraite, celle du caprice ou de la loi, et d'autre part la réduction au conditionnement.
Il y a beaucoup d'intellectuels qui se sont démarqués dans notre époque. Il s'agit notamment, on pourrait citer Albert Einstein, qui a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui savent mais ne font rien. » Eh bien, il faut que ceux qui savent puissent faire quelque chose. Et François Fanon qui disait il arrive un moment où on doit découvrir en toute opacité sa mission. Et dès lors, on peut choisir entre deux options, la trahir ou l'accomplir. Et j'ai choisi, bien entendu, de l'accomplir. Et vous avez aussi des gens comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Denis Mukwege, et qui a dit au passage, nul ne peut dire qu'il ne savait pas. Ne savait pas quoi? Ne savait pas ce qui se passe dans ce pays. Il y a également Patrice Emery Lumumba, qui est aussi un grand intellectuel et qui a rempli son rôle dans ce pays pour nous appeler à une destinée plus grande. L'intellectuel, c'est donc un prophète qui paie parfois de sa vie son engagement, à l'instar de Martin Luther King, de Patrice Lumumba, d'Umnyobe au Cameroun, etc. Son rôle fait partie aussi de ce que moi, en tant que professeur d'université, je considère comme mission de l'université, la recherche, l'enseignement et les services à la société. Et les services à la société, c'est quoi justement? C'est d'éclairer la société, les opinions publiques, pour que le monde, pour que les citoyens puissent s'engager résolument à mieux transformer leur pays. Et c'est pour cela que je considère que je m'inscris, si vous voulez, dans la droite lignée de notre héros national, dont nous sommes en train de commémorer, si vous voulez, la tragique fin de vie ce jour-ci, à travers la remise d'une relique de sa personne, en l'occurrence une dent. Je ne vais pas polémiquer sur la question de cette dent, dont je ne suis pas certain que ce soit vraiment la sienne. Alors, mais ce qui est le plus important, c'est que Patrice Emery Lumumba, c'est un nationaliste, voyez-vous, au sens véritablement originel de ce mot, c'est-à-dire un humaniste. Le nationalisme, ce n'est pas du chauvinisme, c'est l'amour de sa patrie, et cet amour de la patrie, c'est l'amour de l'humain, l'amour de l'humanité, de l'humanitas. Et cet amour de l'humanité, c'est aussi l'amour de l'Africain, c'est du panafricanisme. C'est pour ça que Lumumba a été de tous les combats, si vous voulez, sur le continent africain. Et donc, entretenir sa mémoire, c'est lui rendre hommage pour que ce pays dont il a rêvé de la grandeur puisse enfin un jour voir cette grandeur se réaliser. Et je pense que ces assassins lui ont probablement rendu un immense service en créant un mythe autour de lui. Peut-être que s'il ne l'avait pas assassiné, il aurait peut-être échoué à piloter ce pays et on l'aurait, si vous voulez, décrié. Et donc, je suppose que à cet effet, je leur rends hommage parce qu'ils nous ont, si vous voulez, fait un homme d'une grande destinée et qui marque encore notre histoire. Et donc, je me mets à son école, à l'instar du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Ce que nous voulons pour notre pays, disait Patrice Emery Lumumba, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Que mort ou vivant, libre ou en prison, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable, avait-il dit, dans ce qui est resté aujourd'hui comme son testament pour la génération future. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission, les mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour ce mot, avait-il conclu. Et donc on voit bien que le combat de Patrice Emery Lumumba, c'est un combat pour la dignité humaine, pour la dignité des Congolais, pour les droits humains, et pas seulement pour le pouvoir politique. Il n'était pas, si vous voulez, un homme de pouvoir, il était plutôt un homme pour le pouvoir, pour un pouvoir qui apporte la vie à l'humanité.
Et c'est ces combats-là que nous sommes en train de faire. Je vous disais en introduction que c'est depuis 1992 que nous sommes en train de promouvoir les droits humains. Et dans ces droits humains, ces violations massives qu'on a connues ces dernières années ont été rapportées en partie seulement dans ce qu'on appelle le rapport mapping. Et ces rapports mapping, ça vise justement à rompre les cycles de la violence, de l'impunité institutionnalisée pour garantir la justice, la vérité et la réparation pour les victimes de manière à réconcilier enfin les victimes et les bourreaux. L'intensification de la guerre à l'Est avec les professionnels de la rébellion jamais satisfaits nous rappelle, s'il en était encore besoin, qu'il nous faut un tribunal pénal international pour ces pays. Et je me réjouis que certains collègues commencent à comprendre maintenant et rejoignent dans ce combat, nous rejoignent dans ce combat avec un digne fils de ce pays, je l'ai encore dit, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Je parle ici des collègues de l'université de Kinshasa qui ont finalement compris que ce combat pour le tribunal pénal international pour la RDC est un combat qui mérite, qui vaut son pesant d'or. Évidemment, quand on regarde justement ce qui m'est arrivé ce 10 juin, on peut se poser la question du lien qu'il y a entre ce combat pour les droits humains, pour la dignité, et ce qui se passe, ce qui m'est arrivé. En réalité, quand je regarde tous ceux qui ont les personnalités impliquées ici à l'échelle provinciale et autres dans ce complot contre ma personne, la plupart sont des anciens du Rassemblement congolais pro-rwandais. Est-ce un hasard, des faits ou une simple coïncidence historique? Je ne crois pas en coïncidence. Et encore moins au hasard. Même la date, voyez-vous, la fin de la guerre des 6 jours à Kisangani, voyez-vous, ça correspondait au 10 juin 2022. Voyez-vous, on peut se demander pourquoi avoir choisi cette date. Et si je comprends bien, le 6 juin, je viens de faire une conférence justement sur ces tragiques événements qui a endeuillé notre population dans la ville de Kisangani. Alors pour moi, la date du 30 juin, plutôt du 10 juin, jour anniversaire de la guerre des 6 jours, est aussi un jour symbolique. Voyez-vous, pour moi et ces pays, pour la première fois, du haut de mes 30 ans de lutte pour les droits humains, j'ai eu droit à une protection rapprochée de toute une compagnie de FRDC armée de mitrailleuses lourdes, de mitraillettes, de Kalachnikov et autres armes offensives et défensives. Je regrette tout simplement une seule chose, parce que j'ai manqué un voyage gratuit en jet privé, spécialement apprêté, qui devait me conduire à Kinshasa, dans la soirée pour aller à l'hôtel 5 étoiles de la prison d'Olo, où je devais retrouver peut-être un de mes anciens étudiants de Sciences Po là-bas, et parachever son initiation à la science politique. Alors quel honneur et quel grand destin pour un fils d'un pauvre instituteur venu de son Bumba natal et d'une mère au foyer venue de sa lointaine Kassai, province du Kassai. Un garçon de la cité qui est né, qui a grandi à Kabondo dans la précarité, mais a été pétri dans des valeurs humaines, de dignité, d'honneur, de vérité, de droiture, de rigueur, de sacrifice et d'abnégation, de bravoure et d'altruisme, de don de soi. Le mois de juin, disais-je, c'est un mois très symbolique, puisque c'est le mois où nous avons obtenu notre indépendance de haute lutte, avec le combat de nos pères de l'indépendance, d'heureuse mémoire, Patrice Emery, Lumumba et tant d'autres. C'est aussi le rappel de la guerre des 6 jours en 2000. C'est également les massacres des jeunes de Mangobo et des policiers en 2022, en 2000 aussi, par justement des officiers pro-rwandais et rwandais. C'est aussi le moment qu'ils ont choisi pour me neutraliser, juin 2022. Les mêmes acteurs sont ici, si vous voulez, les principaux acteurs ici, je l'ai dit tantôt, du RCD, commandant région, autorité provinciale, et ça fait froid au dos. Alors, mais quels sont les faits, voyez-vous, qui se sont déroulés? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, ces jours-là, parce que ils mettaient vers 4 heures du matin, je rappelle rapidement les faits, vers 4 heures du matin de cette nuit du 10 juin, mes gardiens m'ont donc alerté qu'il y avait des militaires qui étaient devant mon portail et qu'ils demandaient à rentrer. Et donc j'ai regardé à travers la vidéosurveillance et j'ai vu l'immense, si vous voulez, la nombreuse troupe qui était là. Et donc j'ai dit à mes gardiens de leur demander s'ils avaient un mandat, et que s'ils avaient un mandat, ils avaient à revenir dans la journée, pendant les heures légales
de perquisition. Alors, donc, ils ont refusé, bien entendu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'ordre de recevoir de qui que ce soit et qu'ils avaient mandat de leur hiérarchie pour rentrer des gré ou de force dans ma résidence. Et donc, je leur ai répondu qu'ils n'avaient qu'à casser, mais que moi, je n'allais jamais ouvrir la nuit et sans mandat. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à alerter tous mes amis et tous mes contacts pour leur dire ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à prendre quelques images de vidéosurveillance pour balancer cela, pour que les gens voient effectivement que ce n'était pas une blague que j'étais en train de faire. Alors, donc, c'est ce qui a permis finalement, aux petites heures matinales, que les confondus, ils soient obligés, les premiers groupes de gens, des badauds qui sont arrivés, étaient en train d'exiger de me laisser tranquille et qu'ils allaient mourir pour moi, on ne devait pas m'arrêter. Et ils ont commencé alors à menacer ces gens et ils les ont dispersés. Plus tard, ils ont eux-mêmes ramené, j'ai regardé à travers la vidéosurveillance, ils ont ramené un autre groupe de badauds qui ceux-là étaient devenus plus agressifs et qui demandaient qu'à détruire ma résidence et à me détruire moi-même. En fait, c'est des gens qu'ils ont amenés eux-mêmes et qu'ils ont donc, ils ont commencé à partir de ce moment-là à leur dire qu'il y avait des Rwandais dans ma résidence et qu'il fallait qu'ils puissent les récupérer, que je faisais résistance, obstruction à cette opération. Alors, donc, quand je regarde, si vous voulez, les faits, finalement, lorsque le mandat, vers 8h du matin, autour de 8h moins le quart ou moins 10, ils vont finalement comprendre qu'ils doivent amener un mandat d'amener, ils vont faire venir l'auditeur supérieur de l'armée qui va signer devant chez moi les mandats de perquisition, et alors ils vont donc venir avec ça. Alors, donc il se présente avec ça, et mes avocats avec le bureau conjoint de Nations Unies des droits de l'homme m'ont demandé de venir ouvrir ce que je vais faire. J'ouvrirai, et en ouvrant, je me suis présenté, mais en fait ils ne me connaissaient pas, ce qui dénote véritablement d'une incompétence notoire de la part des services. Vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un que vous ne connaissez pas. On leur a présenté, voici les profs, ils ont dit non, on veut parler au prof lui-même. Et j'ai dit non, c'est lui. Et j'ai dit au colonel qui était là, un certain Georges Benjamin plutôt Kapiamba Kapios, je lui ai dit c'est bien moi. Le prof m'a dit non, c'est le prof lui-même que je veux parler à lui-même. J'ai dit mais c'est bien moi. Présentez-moi les mandats. Et donc j'ai lu le mandat, et sur le mandat il était clairement dit que ma résidence était un hôtel et que j'y hébergeais 10 éléments terroristes ADF. C'est ce qui était écrit sur le mandat qui était soumis. Et donc je leur ai dit de rentrer, et finalement ils ont commencé à faire, ils ont perquisitionné la maison de tout, de fond en comble, donc du rez-de-chaussée au dernier étage jusqu'au plafond, et les voitures, tout a été passé au peigne fin. Ce qui m'a surpris dans tout ça, c'est que même les enveloppes et les fardes ainsi que les portefeuilles étaient ouverts. Je ne sais pas si on peut cacher des ADF dans des enveloppes ou dans des portefeuilles. Les seuls éléments qui n'ont pas été fouillés, ce sont les livres. Et je me demande pourquoi ils ne se sont pas intéressés aux livres qui sont là-bas. J'ai pourtant des bibliothèques là-bas. Savez-vous, dans l'un des appartements et dans mon bureau, ils n'ont pas voulu regarder les livres. Ce qui les intéressait, c'était plutôt autre chose. Alors, donc, et à la fin, on a découvert ce qui s'était passé en plus grave, c'est que ils ont amené maintenant les prétendus éléments ADF qu'ils avaient arrêtés pour venir et qui leur avaient dit qu'ils étaient hébergés chez moi. Il leur avait dit qu'ils étaient 10, qu'ils auraient été recrutés à Goma par un monsieur qu'on ne m'a pas cité et qui habiterait au quartier Motumbe, et que cet homme m'aurait contacté pour héberger ces 10 éléments et qu'ils étaient hébergés dans la chambre 112, ce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de chambre d'hôte 112 et les appartements ne sont pas numérotés, ni les chambres, encore moins les chambres. Et que donc on a demandé à ces messieurs d'indiquer la chambre. Il est venu, il a indiqué une chambre au hasard et on lui a demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière cette chambre. C'est là que c'était vraiment rigolo. J'ai failli rigoler moi-même parce que les messieurs, il a d'abord dit que, on lui a demandé quelle est la disposition de chambre. Il y a un lit là-bas, oui. Il y a un lit. Ce lit-là est disposé comment? La tête du lit se trouve de quel côté? Il a dit le contraire, la tête est tournée vers la porte, ce qui était totalement faux. C'était même pas la tête ni les pieds tournés vers la porte, mais c'était plutôt le côté. Voyez-vous. Et donc après, on lui a demandé, vous avez
vous rentrez ici, vous avez une clé. Non, on n'a pas de clé, c'est toujours ouvert. Bon, alors maintenant, on lui a demandé, vous êtes combien vous dormez combien dans cette chambre? Elle a dit 2. 2, non, 4. 4, non, 5. Donc c'était rigolo. Et puis il dit, finalement on lui demande, la chambre là, est-ce qu'il y a une fenêtre là? Bah oui, il y a une fenêtre, mais la fenêtre est tellement haute qu'on ne peut pas voir l'extérieur. Ce qui était totalement faux, puisque la fenêtre, même un enfant d'à peine 3 mois, 3 ans plutôt, peut regarder à travers la fenêtre parce que c'est très bas. Et donc, le colonel était honteux et confus. Il a arrêté immédiatement l'opération pour dire non, on doit partir, il faut finir là. Bien. Alors, donc, ce qui s'est passé après, le représentant du bureau conjoint m'a pris à côté pour me dire le général a demandé au colonel qu'on puisse aller là-bas. C'est probablement pour aller présenter des excuses pour ce qui vient de se passer. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'était pour aller subir une leçon d'ignorance du droit et des choses des gens et des menaces. Il m'a admonesté, m'accusant d'être, je ne sais pas moi, quel genre de professeur et tout ça, et qui refuse de laisser l'armée faire son travail et qui appelle le monde entier, sauf le pape, le président américain, mais que finalement, il a profité des 3 heures de résistance pour faire évacuer les rebelles et les soldats rwandais avec leurs armes et munitions. Alors lui-même, dans son raisonnement très 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 militaire, il insistait que malgré tout ça, nous l'avions encerclé totalement depuis de longues heures et on a fini par rentrer. Alors je ne comprenais pas comment j'ai pu faire. Peut-être que j'avais fait par téléportage pour faire partie de tout ce monde de ma résidence, avec le matériel, sans qu'ils puissent le voir. Alors donc, voyez-vous, ceux qui donnent, si vous voulez, d'une inquiétude à mon avis. Quand on analyse les faits, on peut se demander qu'il y a un sérieux problème de recrutement des personnels, aussi bien politiques que sécuritaires. Comment des responsables de ce niveau de pouvoir peuvent faire une action avec une telle légèreté, voyez-vous, sans avoir pris au préalable le temps de faire des vérifications auprès des voisins, faire enquête de voisinage et dans la ville et tout ça, pour s'assurer que ce qu'ils veulent faire, c'est véritablement ce qu'il y a. Et pire encore, puisque la personne qui est donc censée être un ADF, c'est une personne qui est connue pour avoir des troubles psychiques, qui est un garçon de Mangobo, qui est connu, qui habite au bloc Mambizan, voyez-vous, qui a été enlevé à la fin du mois de mai, autour du 19-20 mai, avant que le gouverneur intérimaire de la province puisse faire le 23 mai une déclaration comme quoi il y aurait des ADF dans la ville, ce qui laisse à penser que c'était en ce moment-là qu'ils avaient déjà organisé ces trucs, donc c'était pour préparer l'opinion à ce qui allait m'arriver, voyez-vous, en indiquant qu'il y avait des ADF dans la ville. Alors, et je sais que c'est le mardi 7 juin que la dernière réunion opérationnelle a été organisée par les commandants de la 31e région pour décider de venir intervenir les 10 juin dans ma résidence. Alors, donc, on voit là, si vous voulez, qu'il y a un problème de recrutement du personnel politique et du personnel sécuritaire. Alors, on se demande ce qu'on risque, voyez-vous. Et il y a aussi un problème de responsabilité. On ne peut pas jeter en pâture une personnalité comme ça, sans éléments concrets, tout ça. Et dans un contexte de tension politique très forte, où il y a une montée exagérée de xénophobie vis-à-vis de tout ce qui est rwandais et rebelle, quand on amène comme ça une foule immense, on fait venir des gens pour leur dire ce qu'on est en train de faire, et qu'on accuse quelqu'un comme ça, sans éléments de preuve, d'héberger justement les gens qui sont décriés, que tout le monde veut détruire, c'est une irresponsabilité parce qu'on allume un feu dont on ne peut pas savoir les effets que ça pourrait entraîner, aussi bien sur la personne que sur la ville et sur l'ensemble donc du pays. Et donc je constate que là, il y a également un problème de responsabilité. Il manque une éthique de responsabilité à ceux qui sont censés assurer notre protection et notre sécurité. Et donc, pour moi, il faut donc une réforme totale du secteur de sécurité et aussi du personnel politique. On doit commencer à recruter des gens qu'il faut. Il faut donc que ceux d'entre nous qui sont les meilleurs puissent venir finalement accéder à ces postes de responsabilité politique et sécuritaire pour mieux gérer la cité, pour mieux garantir la sécurité des personnes et des biens. Alors, donc pour moi, si vous voulez, dans les semaines
qui vont venir, dans les jours qui viennent, il y aura encore d'autres activités qui vont se poursuivre, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque ceux qui ont organisé ces complots contre moi, ils doivent répondre de leurs actes, qui qu'ils soient. Ils ne pourront pas échapper. Je leur ai donné une chance de pouvoir s'amender et de pouvoir faire, si vous voulez, de demander pardon pour qu'on puisse passer l'éponge, mais ils ont raté cette occasion, puisque depuis les 10 jusqu'à ce jour, ils n'ont pas fait un geste. Même pas un petit mot de regret, même pas un démenti, encore moins rendre mes biens qu'ils ont illégalement emportés, et ils n'ont même pas osé faire amende honorable en disant on vous a arrêté arbitrairement parce qu'on m'a forcé à partir à l'état-major commandement 31e région militaire contre ma volonté, manu militari, ce qui est une arrestation arbitraire, et aucun acte juridique n'a été posé pour faire cela, et aucun PV n'a été signé pour ça. Et donc c'est un abus total de pouvoir. Et des gens qui abusent du pouvoir comme ça doivent répondre de leurs actes. Il y aura donc des actions qui seront menées aussi bien sur le plan politique que sur le plan judiciaire, et aussi bien ici dans ces pays qu'à l'étranger, contre tous ceux qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, dans cette campagne et dans ce complot contre ma personne. Je voudrais donc finir ici en disant que tout ce que je vais entreprendre en ce moment, et je suis en train d'entreprendre, que j'ai entrepris et je vais entreprendre, c'est pour que, voyez-vous, c'est pour que l'on puisse me réhabiliter, mais c'est aussi pour faire la pédagogie. Voyez-vous, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait une commission d'enquête indépendante, constituée des experts, qui viennent pour enquêter sur ce qui s'est passé et établir les responsabilités des uns et des autres, pour proposer également des sanctions exemplaires à ceux qui ont fait ça, pour que plus cela ne se reproduise plus. S'ils ont osé le faire à moi, que ne feraient-ils pas à des petits gens dans les cités là-bas? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ce genre de machinations, tout ça, mais comme ils ne peuvent pas avoir accès à des personnalités pour mobiliser les gens pour leur cause, ils finissent par croupir dans des prisons. Et vous savez que le pauvre jeune homme malade mental de Mangobo qui avait été enlevé pour servir de paravent dans cette histoire, pour sa libération, ils ont commencé à demander de l'argent à sa famille, alors qu'il est victime. Donc c'est lui qui devait être indemnisé par l'État congolais. L'état-major 31e région militaire a osé demander de l'argent. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait aussi encore une fois de la mobilisation pour dire on ne peut pas demander à quelqu'un qui est victime de payer. Et finalement, il a été libéré. Je remercie donc nos amis qui ont travaillé, notamment des bureaux conjoints droits de l'homme et d'autres qui ont travaillé pour cette libération sans condition de ce jeune homme qui est victime comme moi de la barbarie, si vous voulez, de ceux qui nous dirigent. Alors, je voudrais, si j'exige qu'il y ait une commission indépendante, véritablement, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes innocentes. Qu'on ne puisse pas faire porter les chapeaux à d'autres innocents qu'on fabriquerait comme étant des comploteurs. Il faut que les vrais responsables puissent porter leur chapeau, si vous voulez, puissent porter leur responsabilité et assumer, si vous voulez, puisqu'ils ont failli à leur devoir. Quant à moi, je voudrais dire que si les gens me cherchaient, finalement, ils m'ont vraiment eu. Et je suis désormais plus radicalisé que jamais. Et donc, ils n'ont pas fini d'entendre parler de moi et de nous. Alors, si, ils peuvent me tuer, mais il y aura d'autres Alphonse Maindo qui naîtront et prendront les relais. Et pour moi, j'ai découvert ma mission et je ne la trahirai jamais. Et je l'accomplirai jusqu'à mon dernier souffle. Et je sais qu'ils n'ont pas désarmé et encore moins renoncé à leur but funèbre, mais leur complot se retournera contre eux. Et vous savez, les Juifs croyaient se débarrasser de Jésus à jamais en le condamnant à la mort sur une croix comme un vulgaire malfrat. Mais ils l'ont en fait élevé à la plus haute gloire. Il est devenu aujourd'hui le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'univers. Je les encourage donc à poursuivre dans leur sale et funeste dessein de vouloir ôter la vie aux gens à des pauvres innocents. Merci.